Il existe deux types de chiffrement symétrique. Les chiffrements par bloc et les chiffrements par flot. Les algorithmes de chiffrement par bloc fonctionnent sur des blocs de données, sur des blocs de 128 bits par exemple. Les algorithmes de chiffrement par flot fonctionnent sur des flux de données, un bit à la fois par exemple. Pendant la guerre froide, les États-Unis et l'Union soviétique ont développé leurs propres algorithmes de chiffrement. Le gouvernement américain a créé DES, le Data Encryption Standard, qui a été utilisé comme standard fédéral de 1979 à 2005, tandis que le KGB a développé GHOST, un algorithme tenu secret jusqu'en 1990 et encore utilisé de nos jours. En 2000, le NIST, National Institute of Standards and Technology, basé aux États-Unis, a choisi le successeur à DES, nommé AES, Advanced Encryption Standard, un algorithme développé en Belgique et que l'on trouve maintenant dans la plupart des appareils électroniques. AES, DES et GHOST ont quelque chose en commun. Ce sont tous des chiffrements par bloc. Un type de chiffrement qui combine un algorithme de base travaillant sur des blocs de données avec un mode d'opération, une technique permettant de traiter des séquences de blocs. Deux valeurs caractérisent un chiffrement par bloc, la taille des blocs et la taille de la clé. La plupart des chiffrements par bloc travaillent sur des blocs de 64 ou 128 bits. Il est important que les blocs ne soient pas trop grands afin de minimiser à la fois la taille des cryptogrammes et l'empreinte mémoire. En ce qui concerne la taille des cryptogrammes, il faut bien avoir en tête que le chiffrement par bloc traite des blocs et non des bits. Cela signifie que pour traiter un message de 16 bits, lorsque les blocs sont de 128 bits, il faudra d'abord convertir le message en un bloc de 128 bits, en utilisant une méthode de padding, et ensuite seulement l'algorithme de chiffrement par bloc le traitera et retournera un cryptogramme de 128 bits. Plus les blocs seront grands, plus il y aura d'overhead. En ce qui concerne l'empreinte mémoire, pour traiter un bloc de 128 bits, vous aurez besoin d'au moins 128 bits de mémoire. C'est suffisamment petit pour tenir dans les registres de la plupart des CPU ou pour être implémenté à l'aide de circuits matériels dédiés. Des blocs plus grands pourraient avoir un impact notable sur le coût et la performance des implémentations. De nos jours, les blocs de 128 bits sont un meilleur choix, parce qu'ils peuvent être traités plus efficacement que les blocs de 64 bits sur les CPU modernes et qu'ils sont également plus sûrs. Lorsque les blocs sont trop petits, ils peuvent subir des attaques par codebook. Imaginez par exemple que nous utilisions des blocs de 16 bits. L'attaquant pourrait calculer les 2 puissance 16, soit 65 536 cryptogrammes, correspondant à chaque bloc possible de texte en clair de 16 bits. Ensuite, l'attaquant construirait une table de recherche, le codebook, qui ferait correspondre chaque bloc de texte chiffré à un bloc de texte en clair. Pour déchiffrer un bloc de texte chiffré inconnu, l'attaquant chercherait le bloc de texte en clair correspondant dans la table. Lorsque les blocs sont suffisamment grands, il y a trop de blocs chiffrés possibles pour avoir recours à cette méthode. Un chiffrement par bloc n'est pas un gigantesque algorithme, mais une répétition de rounds, de courtes séquences d'opérations qui fournissent peu de sécurité par elles-mêmes, mais qui sont renforcées par la répétition. Un round est une transformation de base qui est simple à spécifier et à mettre en œuvre, et qui est répétée plusieurs fois pour former l'algorithme de chiffrement par bloc. Pour chaque round,
Les mêmes algorithmes sont utilisés, mais ils sont paramétrés par une valeur appelée la clé de round. Les clés de round sont dérivées de la clé principale et doivent absolument être différentes les unes des autres dans chaque round, afin d'éviter une attaque par glissement. Lors d'une attaque par glissement, l'attaquant sera en mesure de récupérer la clé simplement en connaissant l'entrée et la sortie d'un seul round, quel que soit le nombre de rounds qu'il y a. Il y a principalement deux techniques pour construire un round. Les réseaux de substitution-permutation, comme dans AES, et les schémas de Feistel, comme dans DES. La substitution se présente souvent sous la forme de S-box, ou tables de substitution, qui sont de petites tables de référence pour transformer des fragments de 4 ou 8 bits. La permutation peut être aussi simple que de changer l'ordre des bits, ce qui est facile à mettre en œuvre, mais ne mélange pas beaucoup les bits. À la place, certains algorithmes de chiffrement utilisent l'algèbre linéaire de base et les multiplications matricielles pour mélanger les bits. Dans les années 70, Horst Feistel a conçu un algorithme de chiffrement par bloc appelé Lucifer, qui fonctionne de la manière suivante. D'abord, on divise le bloc de 64 bits en deux moitiés de 32 bits, L et R. Ensuite, on remplace L par L ou exclusif F de R, où F est un round de substitution-permutation. Puis on intervertit les valeurs de L et R, on retourne à l'étape 2 et on recommence 15 fois. Pour finir, on fusionne L et R dans un seul bloc de 64 bits en sortie. Vincent Rijman est un cryptologue. Il est le co-inventeur, avec Johan Dehmen, de l'algorithme de chiffrement Rigendel, plus connu sous le nom AES. The story starts, I would say, in 1993, when I started to make my PhD research at that university. And I met for the first time my colleague Johan Dehmen, who turned out to be a kind of similar person like me, with similar research approach, similar research interest, and also we had a kind of compatible character. So we started to work together doing, I would say, theoretical research on how to make cryptographic methods. And then in 1997, there was a kind of luck involved because I finished my PhD, and at the same time, the US federal government decided that they needed a new encryption algorithm. And they decided they would select this by means of an open competition. So we had these methods that we developed, and suddenly there was a very important possibility to get a practical application for it. So we fine-tuned our methods and submitted a design. So in total about 20 teams submitted something to this competition. 15 proposals were allowed to really start the competition. And then I noticed that actually, because we had already been working so long on the theory behind this, that we had a very good candidate. We knew that the selection would be in 2 phases, and I was thinking that we would definitely survive the first phase, that we were among the 5 best candidates, and that happened. And then in the end, we were up against the big ones like the IBM company, the RSA company. And then I think we were saved by the fact that Johan, in that time, already worked for the smart card industry. So he knew very well what we had to do to satisfy the requirements of this industry, to make a good algorithm that was good for them. And this allowed us to beat then also the big ones. And so in 2001, our algorithm became then the standard, the advanced encryption standard. AES est l'algorithme de chiffrement le plus utilisé au monde. Avant l'adoption d'AES, le standard était DES, ainsi que sa version mise à jour, connue suu le nom de Triple DES ou 3DES.
DES, ne fournit qu'une sécurité de 56 bits. Et bien que 3DES offre une sécurité de 112 bits, il est inefficace parce qu'il est lent. DES avait été conçu pour être rapide dans les circuits intégrés, pas sur les CPU grand public. AES corrige les deux problèmes. En 2000, le NIST a normalisé AES en remplacement de DES, en faisant ainsi le standard mondial de chiffrement. De nos jours, la plupart des produits de chiffrement supportent AES, et la NSA l'a approuvé pour protéger les informations classées top secrètes. AES traite des blocs de 128 bits en utilisant une clé secrète de 128, 192 ou 256 bits. AES manipule des octets. Il considère un texte en clair de 16 octets comme un tableau bidimensionnel d'octets. S égale S0, S1, etc. jusqu'à S15. Ce tableau est appelé l'état interne. AES transforme les octets, les colonnes et les lignes de ce tableau pour produire une valeur finale qui est le texte chiffré. Pour transformer son état interne, AES utilise un SPN, un réseau de substitution-permutation, avec 10 rounds pour les clés de 128 bits, 12 pour les clés de 192 bits et 14 pour les clés de 256 bits. Add round key fait un OU exclusif de la clé de round avec l'état interne. Pour la substitution, Subbyte remplace chaque octet S0, S1, etc. jusqu'à S10 par un autre octet en se référant à une table de substitution ou SBox. Pour la permutation, Shift Rouse décale la rangée I de I position avec I allant de 0 à 3. Et Mix Columns applique la même transformation linéaire à chacune des 4 colonnes de l'état interne. La fonction de planification de clé Key Expansion est l'algorithme de planification de clés d'AES. Cette extension crée 11 clés de round, K0, K1, etc. jusqu'à K10, de 16 octets chacune, à partir de la clé de 16 octets. Chaque opération contribue à la sécurité d'AES d'une manière spécifique. Sans Key Expansion, tous les rounds utiliseraient la même clé, et AES serait vulnérable aux attaques par glissement. Sans Add Round Key, le chiffrement ne dépendrait pas de la clé. Ainsi, n'importe qui pourrait déchiffrer n'importe quel cryptogramme sans la clé. Subbytes apporte des opérations non linéaires qui rendent l'ensemble plus fort d'un point de vue cryptographique. Sans cela, AES serait un grand système d'équations linéaires qui pourrait être résolu en utilisant l'algèbre du lycée. Sans Shift Rouse, les changements dans une colonne donnée n'affecteraient jamais les autres colonnes, ce qui signifierait que vous pourriez casser AES en construisant 4 codebooks de 2 puissance 32 éléments pour chaque colonne. Dans un chiffrement sécurisé, le fait de modifier un bit en entrée doit affecter tous les bits en sortie. Sans Mix Columns, les changements dans un octet n'affecteraient pas les autres octets de l'état interne. Une attaque par texte en clair choisi pourrait alors déchiffrer n'importe quel texte chiffré après avoir stocké 16 tables de consultation de 256 octets chacune, contenant les valeurs chiffrées pour chaque valeur possible d'un octet. AES est aussi sécurisé que peut l'être un chiffrement par bloc et ne sera jamais cassé. Fondamentalement, AES est sécurisé parce que tous les bits en sortie dépendent de tous les bits en entrée, d'une manière complexe et pseudo-aléatoire. Pour atteindre ce résultat, les concepteurs d'AES ont soigneusement choisi chaque composant pour une raison particulière.
mixcolumns pour ses propriétés de diffusion maximale et subbytes pour sa non-linéarité optimale. Et ils ont démontré que cette composition protège AES contre des classes entières d'attaques cryptanalytiques. Il y a 1 million de choses dont vous devriez vous soucier lorsque vous implémentez et déployez de la cryptographie, mais AES n'en fait pas partie. La plus grande menace pour les algorithmes de chiffrement ne réside pas dans leur algorithme de base, mais dans leur mode d'opération. Lorsqu'un mauvais mode est choisi, ou lorsqu'un bon mode est mal utilisé, même un chiffrement sécurisé comme AES ne vous sauvera pas. Un mode cryptographique combine généralement le chiffrement de base, un mécanisme de feedback et quelques opérations simples. Les opérations sont simples car la sécurité dépend du chiffrement et non du mode. Le mode d'opération ne doit pas compromettre la sécurité de l'algorithme. Le mode ECB, ou Electronic Codebook, est le mode le plus facile à utiliser. Chaque bloc de texte en clair est chiffré indépendamment. ECB prend les blocs de texte en clair P1, P2, etc. et traite chacun d'entre eux indépendamment en calculant C1 égale chiffrement avec une clé K du bloc P1, C2 égale chiffrement avec une clé K du bloc P2, etc. Vous n'avez pas besoin de chiffrer un fichier linéairement, vous pouvez chiffrer les 10 blocs du milieu en premier, puis les blocs de fin, et enfin les blocs du début. Par conséquent, le traitement peut être parallélisé. Si vous avez plusieurs processeurs de chiffrement, ils peuvent chiffrer ou déchiffrer différents blocs sans se soucier les uns des autres. Le problème avec le mode ECB, c'est que si un cryptanalyste dispose du texte en clair et du cryptogramme pour plusieurs messages, il peut commencer à compiler un codebook sans connaître la clé. Étant donné qu'un même bloc de texte en clair sera toujours chiffré en un même bloc de texte chiffré pour une clé donnée. Lorsque le mode ECB est utilisé, des blocs de texte chiffrés identiques révèlent des blocs de texte en clair identiques à un attaquant, qu'il s'agisse de blocs au sein d'un même texte chiffré ou à travers différents textes chiffrés. Cela signifie que les chiffrements par bloc en mode ECB ne sont pas sémantiquement sûrs. Dans cet exemple de chiffrement en mode ECB, il est facile de voir la forme du pingouin, car tous les blocs d'une nuance de gris dans l'image originale sont chiffrés dans une même nouvelle nuance de gris dans l'image résultante. Un autre problème avec le mode ECB, c'est qu'un attaquant pourrait modifier des messages chiffrés sans connaître la clé, ni même l'algorithme, afin d'induire en erreur le destinataire. C'est ce qu'on appelle le block replay. ECB n'est pas sûr et vous ne devriez pas l'utiliser. Le mode CBC, Cipher Block Chaining, est comme ECB, mais avec une petite touche qui fait une grosse différence. CBC utilise le chaînage comme mécanisme de feedback. Les résultats du chiffrement des blocs précédents sont réinjectés dans le chiffrement du bloc en cours de traitement. En d'autres termes, chaque bloc est utilisé pour modifier le chiffrement du bloc suivant. Chaque bloc de texte chiffré dépend non seulement du bloc de texte en clair qui l'a généré, mais aussi de tous les blocs de texte en clair précédents. En mode CBC, on fait un OU exclusif du texte en clair avec le bloc chiffré précédent avant de le chiffrer. Au lieu de chiffrer le bloc I comme cryptogramme I égale chiffrement avec une clé K du texte en clair I, CBC définit cryptogramme I égale chiffrement avec une clé K du résultat d'un OU exclusif entre le texte en clair I et le cryptogramme I-1, où le cryptogramme I-1 est le bloc de texte chiffré précédent. Lors du chiffrement du tout premier bloc P1, il n'y a pas de bloc chiffré précédent à utiliser. Alors CBC a recours à une valeur initiale aléatoire, IV, à la place. Le mode CBC rend chaque bloc de texte chiffré dépendant de tous les blocs précédents
et assure que des blocs de texte en clair identiques ne donneront pas des blocs de texte chiffrés identiques. La valeur initiale aléatoire garantit que deux textes en clair identiques donneront des cryptogrammes distincts lorsque le chiffrement sera réalisé deux fois avec deux valeurs initiales différentes. Attention cependant, en mode CBC, le déchiffrement nécessite de savoir quelle valeur initiale Ivy a été utilisée pour chiffrer, et donc cette valeur est transmise avec le cryptogramme en clair. Les chiffrements par bloc en mode CTR, Counter Mode, utilisent les numéros de séquence comme entrée de l'algorithme. Au lieu d'utiliser la sortie de l'algorithme de chiffrement pour remplir le registre, l'entrée du registre est un compteur. Après chaque chiffrement de bloc, le compteur est incrémenté. CTR transforme un chiffrement par bloc en un chiffrement par flow, qui ne traite que des bits en entrée-sortie et ne s'embarrasse pas avec la notion de bloc. En mode CTR, l'algorithme de chiffrement par bloc ne va pas transformer les données. Au lieu de ça, il va chiffrer des blocs composés d'un compteur et d'un nonce. Un compteur est un entier incrémenté pour chaque nouveau bloc. Un nonce est un nombre qui n'est utilisé qu'une seule fois. Ce nonce est le même pour tous les blocs d'un même message, mais aucun autre message ne doit utiliser le même nonce. En mode CTR, le chiffrement fait un OU exclusif du texte en clair et du flux obtenu en chiffrant le nonce N et le compteur CTR. Le déchiffrement fonctionne sur le même principe. Vous n'avez donc besoin que d'un seul algorithme pour le chiffrement et le déchiffrement. Comme dans le cas de la valeur initiale Ivy dans CBC, le nonce de CTR est fourni par celui qui chiffre et est envoyé en clair avec le texte chiffré. L'un des gros avantages de CTR, c'est qu'il peut être plus rapide que n'importe quel autre mode. Si la simplicité et la rapidité sont vos principales préoccupations, ECB est le mode le plus simple et le plus rapide. C'est aussi le plus faible. En plus d'être vulnérable aux attaques de replay, un algorithme en mode ECB est plus facile à cryptanalyser. CBC est généralement la meilleure solution pour chiffrer les fichiers. Dès lors que votre chiffrement est basé sur du logiciel, CBC est presque toujours le meilleur choix. Il existe de nombreux autres modes que ECB, CBC et CTR. Certains modes sont des techniques un peu folkloriques que personne n'utilise, comme CFB et OFB, tandis que d'autres sont destinés à des applications spécifiques, comme XTS pour le chiffrement modifiable ou GCM pour le chiffrement authentifié. D'autre part, en dehors de Rigendell, le vainqueur de l'AES, il y avait 14 autres algorithmes dans la compétition. CAST 256, Krypton, DIL, DFC, E2, Frog, HPC, Loki 97, Magenta, Mars, RC6, Cypher+, Serpent et Twofish. On peut aussi s'intéresser à ceux qui ont été conçus par la NSA, comme Skipjack, et plus récemment Simon et Spec. Et les chiffrements par bloc plus récents et plus légers, tels que Catan, Present ou encore Prince. Les chiffrements par flow convertissent le texte en clair en texte chiffré, un bit à la fois. La plus simple implémentation d'un chiffrement par flow se base sur un générateur de keystream. On fait un OU exclusif du keystream, parfois appelé running key, avec un flux de bits de texte en clair, pour produire le flux de bits de texte chiffré. Lors du déchiffrement, on fait un OU exclusif des bits chiffrés avec le même keystream pour récupérer le texte en clair. La sécurité du système dépend entièrement des modalités de fonctionnement du générateur de keystream. Si le générateur de keystream produit le même flux de bits chaque fois qu'il est activé,
le cryptosystème résultant sera très facile à casser. Si le générateur de keystream génère un motif répétitif, l'attaquant n'aura besoin que d'une seule paire message en clair, message chiffré pour pouvoir tout lire, y compris les anciens messages chiffrés ayant été interceptés. Mais si le générateur de keystream produit un flux ininterrompu de bits vraiment aléatoires, vous avez un one-time pad et une sécurité parfaite. Les chiffrements par flow ont une clé. La sortie du générateur de keystream est une fonction de cette clé. Le fait de changer régulièrement la clé peut aider à éviter que les cryptogrammes des communications passées ne soient cassés, si jamais la clé venait à être compromise. Les chiffrements par flow sont particulièrement utiles pour chiffrer les flux interminables des communications. Les chiffrements par flow ne mélangent pas le message en clair et les bits de la clé. Au lieu de ça, ils génèrent des bits pseudo-aléatoires à partir de la clé et chiffrent le message en clair en faisant un OU exclusif avec les bits pseudo-aléatoires, de la même manière que le one-time pad présenté dans l'un des épisodes précédents. Les chiffrements par flow utilisent deux valeurs, une clé et un nonce. La clé doit être secrète et généralement de 128 ou 256 bits. Le nonce n'a pas besoin d'être secret, mais il doit être unique pour chaque clé et fait généralement entre 64 et 128 bits. Le terme nonce est en fait l'abréviation de Number Used Only Once. L'algorithme de chiffrement par flow le plus connu est RC4, utilisé en particulier par le protocole web en Wi-Fi et qui est devenu peu sûr de nos jours. À la place, des algorithmes comme Salsa20 et Chacha sont devenus de bien meilleures options. Quand les cryptographes parlent de hardware, ils parlent de circuits intégrés spécialisés, les ASIC, de dispositifs logiques programmables, ou PLD, et de réseaux de portes programmables in situ, ou FPGA. L'implémentation matérielle d'un chiffrement est un circuit électronique qui implémente l'algorithme cryptographique au niveau du bit, et qui ne peut être utilisé que pour ça. En d'autres termes, le circuit est un matériel dédié. En revanche, une implémentation logicielle d'un algorithme cryptographique indique simplement à un microprocesseur les instructions à exécuter pour faire tourner l'algorithme. Ces instructions travaillent sur des octets ou des mots et font appel à des composants électroniques qui mettent en œuvre des opérations polyvalentes telles que l'addition et la multiplication. Dans le prochain épisode, on va s'intéresser aux fonctions de hachage.